Merci de nous retrouver, de nous rejoindre sur le plateau de Perpignan, parce que maintenant nous allons aborder un thème un peu plus... on va aller dans le dur là, parce qu'on va parler des bâtiments intelligents. Sur ce plateau, nous aurons donc André Joffre qui sera en visio avec nous. Nous aurons qui préside le pôle Derby et qui est un ancien de l'entreprise Texol. Nous avons également Monsieur Maturana. Vous êtes du BTP 66 et également Monsieur Bernard Massas, président de la CPME 66. Bonjour. André Joffre, vous êtes avec nous parce que j'avais envie de commencer avec vous. Vous êtes donc président du pôle Derby et vous êtes un peu le pionnier, même un militant de l'énergie solaire. Ça fait 40 ans que vous militez pour l'énergie solaire. On en est où aujourd'hui des dernières innovations technologiques dans ce domaine ? Alors écoutez, les innovations, elles sont nombreuses. Et bonjour d'abord, bonjour à tous. Les innovations sont nombreuses, elles sont constantes pratiquement toutes les semaines de nouvelles innovations arrivent sont dévoilées. Et on peut considérer en fait qu'on est dans un système non pas d'évolution technologique, de rupture, mais plutôt des évolutions continues, quoi. Si je prends un exemple tout simple, c'est le rendement des capteurs solaires. C'est la part donc de l'électricité qui est issue de mètres carrés de capteurs lorsque ce capteur reçoit un ensoleillement d'une puissance donnée. Eh bien, on s'aperçoit en fait qu'on a à peu près... on est passé, moi, depuis que je travaille, depuis 40 ans, donc, on est passé d'un rendement de 7 ou 8% à aujourd'hui pratiquement 27%. Donc, c'est vraiment considérable les progrès et c'est pas terminé. Les autres progrès qui sont moins sensibles, peut-être, ce sont des progrès liés à la baisse des prix. Un panneau solaire a vu son prix être divisé par 10 en 10 ans, en gros. Voilà. Donc ça aussi, c'est des évolutions qui sont majeures et qui font que ces technologies qui pourraient nous paraître un peu inabordables, vous vous souvenez, il y a 40 ans, les panneaux solaires, c'était ce qu'on mettait sur les satellites parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, et puis des sites isolés, puis après on a commencé à les mettre sur des maisons qui étaient raccordées au réseau, etc. Et aujourd'hui, ça devient une banalité, et dans 10 ans, je peux vous assurer que toutes les toitures seront bleues. Voilà. On aura changé de modèle, et... Pourquoi ? Parce que tout simplement, on est en train de vivre la rupture aujourd'hui qui fait que l'électricité produite par son propre toit est moins chère que celle qu'on achète au réseau. Alors pour deux raisons, la baisse des prix donc, que je viens d'évoquer, et puis d'autre part, le fait que le prix de l'électricité conventionnelle, elle, ne cesse d'augmenter. Encore début février, il y aura une augmentation de 3% de l'électricité. En une dizaine d'années, le prix de l'électricité pour les particuliers, pour les entreprises, a augmenté d'environ 50%. Oui. Alors, c'est pas étonnant, parce que nous sommes très en retard en France. Nous avons un prix de l'électricité très bas par rapport au prix de moyenne de l'Europe. Et donc, naturellement, le prix de l'électricité sur la plaque énergétique Europe va s'équilibrer. Et à terme, le prix sera à peu près équivalent dans chacun des pays. Pourquoi ce retard, justement, en France ? Alors le retard, il est lié au fait que, si vous voulez, l'État avait en fait c'est les fameuses injonctions contradictoires, vous savez. D'un côté, ils sont propriétaires d'EDF, l'État est propriétaire d'EDF, dont il détient 85% à peu près, et puis d'autre part, il a des engagements en matière de développement des énergies renouvelables, notamment des engagements pris vis-à-vis de l'Europe, etc. Et ce sont des engagements contraignants d'ailleurs. Et puis finalement, on se rend compte que c'est assez difficilement conciliable. Hein. Il y a 10 ans, il y a eu une crise majeure dans le solaire, et j'étais allé. Jean Castex, qui travaillait à l'Élysée à ce moment-là, m'avait obtenu un rendez-vous avec le conseiller de Nicolas Sarkozy, qui était responsable de l'énergie de l'industrie. Donc je le rencontre, puis le gars, il a été très direct. Il me dit, vous savez, écoutez, je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, chaque fois que le solaire gagne un point de part de marché, EDF perd 250 millions d'euros. Bon, vous voyez, donc c'est très compliqué quand on est l'État d'un côté, hein, qu'on a une société comme EDF qu'il faut maintenir, etc. D'où d'ailleurs les réformes qui sont en cours en ce moment et qui visent en fait à sortir d'EDF toute la partie nucléaire qui va être nationalisée à 100%.
Et puis ensuite, EDF, qui s'appellera sûrement autrement, deviendra une société banale qui va commercialiser de l'énergie, être très active dans les énergies renouvelables et être fortement cotée en bourse. En fait, c'est la même évolution que ce qu'on a connu à l'époque de France Télécom qui est devenu Orange. C'est un peu la même chose qui va se passer. Donc, si vous voulez, cette contradiction-là, il faut la vivre. Alors nous, on a surdimensionné le parc nucléaire dans les années 80. On pourrait y revenir, mais c'est pour des raisons, je dirais, de chicaya parlementaire. Il y a eu une petite contradiction. En fait, on aurait dû avoir moitié moins de centrales nucléaires, ce qui nous aurait amené à un taux de pénétration de 35% de notre électricité, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, c'est à peu près le même taux. Et puis, il y a eu des discussions qui ont mal tourné au Parlement. Moi, je trouve que j'étais présent, j'ai assisté à ce débat parlementaire, et c'est assez ahurissant d'ailleurs. Et comme le Premier ministre n'arrivait pas à se sortir, à se dépêtrer de la volonté des socialistes qui venaient d'arriver au pouvoir et qui ne voulaient pas du tout du nucléaire, eh bien, il a engagé la responsabilité du gouvernement. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés un beau matin, je crois que c'était le 6 octobre 1981, avec 60 tranches nucléaires, alors qu'il n'en fallait que 30. Voilà. Et donc, de tout ça, il a fallu gérer l'excédent. Les centrales nucléaires ont été construites, évidemment, avec des capitaux américains, avec la technologie américaine. On a construit tout ça, et pendant une bonne quinzaine d'années, il a été interdit de faire du solaire en France. Même nos grands laboratoires du CNRS, je pense à Promesse, avaient dû enlever le mot solaire de son nom. Vous voyez, c'était vraiment très grave. Merci André. On va revenir un peu vers vous dans quelques instants, mais on va parler maintenant bâtiment intelligent. Concrètement, le BTP, le bâtiment intelligent, aujourd'hui, c'est quoi? C'est une réalité ici sur notre territoire? Mais je pense qu'il faut que la question est d'une grande pertinence. La réalité du bâtiment intelligent, c'est sur quoi nous devons tous tendre. C'est-à-dire que ce soit, d'ailleurs, le président de la Fédération du bâtiment serait plus à même d'en parler que moi, mais je considère que non seulement nos politiques, non seulement les entreprises, mais les investisseurs, nous tous, nous devons tendre vers le bâtiment intelligent. Alors maintenant, la définition d'un bâtiment intelligent. Quels sont les gros investissements qui doivent être réalisés en priorité. Je vois par exemple, là, nous voulons construire sur l'USAF Languedoc-Roussillon 4000 m² de réhabilitation de bureaux. On s'est tous posé la question au niveau régional et au niveau national, et nous avons réussi, grâce à différents travaux menés avec maîtrise d'œuvre, etc., nous avons réussi à faire évoluer justement dans cette tendance. Laurent Maturana, vous dirigez le BTP 66, vous êtes d'accord? Oui, je suis complètement d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la période que nous vivons, le plan de relance est exigeant là-dessus. On parle de bâtiments intelligents quand on va disposer d'une gestion connectée, plus facile, et qui va être basé sur des critères d'efficacité énergétique. Tout simplement, je crois que c'est l'avenir, c'est demain, c'est le projet 2050 de la ville de demain. Ça sera un mode de vie et on doit faire la transition dans ce passage-là au niveau du BTP. La transition de la recherche. En Occitanie, on est bien placé en termes de recherche? Oui, on a déjà au sein de la fédération plusieurs endroits, notamment Carcassonne, Toulouse, où il y a des salles immersives qui travaillent beaucoup sur le BIM. Il y a déjà des entreprises dans le département qui ont déjà acquis des compétences de BIM, notamment tout à l'heure, il vous en parlera sûrement, l'entreprise de Guy Durand. Mais je crois que il n'y a pas que le BTP, je crois que c'est une réflexion à avoir tous de la base. Un bâtiment intelligent, c'est quoi? Si on achète derrière une colline à l'ombre, je ne sais pas si le terrain à la base est intelligent. Donc c'est une réflexion. Le bâtiment intelligent, c'est une réflexion de la base, c'est-à-dire du projet, jusqu'à l'amener, jusqu'à une consommation, un confort de vie plus agréable. Voilà. Et l'utilisation aussi. Tout à fait. Bien sûr qu'il faut que l'utilisation comprenne tous ces critères, ce gain de temps, cette économie. On parle d'économie quand même. La base, c'est d'avoir une économie ou pour le privé ou pour le public.
de sécurité, de confort. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Et concrètement, on progresse, il y a des innovations technologiques que vous pouvez mettre en œuvre dans la construction? Oui, ça commence à se développer fortement. Je vous dis, nous, dans le secteur du BTP, l'avancement, le plus gros avancement, c'est le BIM. Aujourd'hui, on sait que les entreprises du BTP sont capables de franchir le pas et de faire cette transition vers le BIM. Le problème, c'est que nous, on est le maillon final de la chaîne. Et on sait que ça a un avenir très important pour nous. Le problème, c'est tout le maillon qu'il y a avant, c'est-à-dire les promoteurs, les architectes, où on dépend quand même d'eux sur beaucoup de projets, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut aller au-delà du bâtiment intelligent. Le bâtiment intelligent ne pourra vraiment arriver dans notre région qu'à partir du moment où il y a une intelligence collective en amont. L'intelligence collective, ça veut dire déjà les investisseurs. Il faut que les investisseurs aient une vision de se projeter à court moyen terme pour justement avoir l'objectif du bâtiment intelligent. Derrière, il faut que toute la recherche au niveau des maîtrises d'œuvre, eux aussi, ait une vision d'une conception dite intelligente. Et de là, bien sûr, il faut tenir compte de la loi énergétique, d'appliquer toutes les règles qui existent à ce jour et tous les différents articles, et aller sur la bureautique, aller sur l'imotique, pour permettre justement cette évolution. Mais cette évolution, ce n'est pas l'entreprise en elle-même qui va pouvoir la faire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui touche une intelligence collective où on va être tous conjoints et solidaires avec un objectif à atteindre et se mettre tous au travail, y compris les bureaux d'études, tout ce qui peut être la recherche. Donc c'est là où nous allons aboutir et on aboutira ensemble. Après, il y a le dernier élément, qui va être l'occupant. Est-ce des sociétés, des bureaux, d'une entreprise? Est-ce un bâtiment intelligent pour du privé, ou est-ce pour le troisième âge, qui aujourd'hui est un vecteur économique important dans notre région, qui pourrait être lui aussi intéressé par le bâtiment intelligent ou le petit village intelligent pour ce troisième âge, pour leur permettre justement de faire un parcours de fin de vie, je dirais, beaucoup plus riche, sous contrôle, et où la domotique, je dirais, leur permettra de vivre avec un petit peu plus de confort. Et vous, vos fédérations patronales, est-ce qu'elles sont à même de promouvoir ces bâtiments intelligents auprès des promoteurs? Comment ça se passe? Quelles sont vos relations? Est-ce que vous êtes aussi moteur un peu de ces progrès-là? Ouais, je crois que la Fédération du bâtiment a toujours été moteur dans tous les secteurs d'avenir. Et pour preuve, c'est que sur Perpignan, notre fédération accueillera 2021 une salle immersive, justement pour avancer et progresser sur tout ce dossier, qui est quand même nos marchés d'avenir, mais aussi former les salariés d'avenir, c'est-à-dire les amener vers l'excellence et vers la qualitativité, plutôt que de former des gens quantitativement et oublier quand même l'excellence. Donc ça, c'est la première démarche qu'on a votée avec mon bureau, c'est de l'ouvrir en 2021. Et ensuite, les démarches elles vont se faire naturellement, puisque aujourd'hui, c'est quand même le mot d'ordre du gouvernement d'aller sur ce plan de relance sur l'énergie, l'économie d'énergie, l'environnement. Et là, on est en plein dedans avec le bâtiment intelligent. Au niveau de la CPME, du coup, vous surfez aussi sur cette vague. L'organisation patronale, nous devons d'être moteurs. C'est-à-dire, nous n'avons pas la compétence, on s'appuie sur la connaissance et la compétence de la Fédération du bâtiment qui nous apporte ce savoir. Et derrière, notre rôle, c'est de mettre toute cette connaissance au service des entreprises, au service des promoteurs lorsque nous les rencontrons, et justement de motiver aussi les politiques et les investisseurs. Parce que si les politiques ne sont pas non plus motivés,
ce qui veut dire qu'il y a des possibilités, comme le disait très bien Laurent tout à l'heure. S'il y a des décisions de libérer des mètres carrés à l'ombre, en plein nord, etc., je crois qu'on va avoir des difficultés de faire un bâtiment intelligent. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que les politiques au sens le plus large soient sensibilisées. Derrière, les bureaux de recherche nous avancent et nous boostent justement sur tout ce qui peut être dit intelligent, partant de la connectique, la bureautique, l'imotique, tout ce qui va permettre de faciliter tout cela. Et le but final, c'est de faire des économies importantes d'argent et de vivre dans un confort plus serein. Que tous les maillons de la chaîne accordent leur violon. Absolument, c'est exactement ça. Merci beaucoup Laurent. On va accueillir sur le plateau le président de l'UPE 66, Guy Durand. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors, le bâtiment intelligent, concrètement, ça veut dire quoi sur le territoire local c'est quelque chose qui est porteur. Est-ce qu'on est en avance sur notre territoire par rapport aux autres territoires dans ce domaine-là? Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner sur le sujet, mais en tout état de cause, notre situation géographique fait qu'on a tout intérêt à être intelligent sur le bâtiment et notamment sur les économies d'énergie. Donc forcément, chez nous, nous avons le vent pour l'éolien, on a le soleil pour le photovoltaïque et on a aussi la mer. Voilà, donc on a la montagne et la plaine et la mer, on a tout ce qu'il faut pour bien vivre et en tout cas on a intérêt pour les générations qui nous suivent et pour nos enfants de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de bâtiments intelligents et de faire en sorte que nos gamins et les jeunes puissent se retrouver demain à vivre dans un département et une région comme la nôtre qui est hors du commun. Donc oui, je pense qu'on est en avance sur... on est en avance. En tout cas, on est à l'heure sur les autres régions. L'UPE, CPME, comment vous accompagnez vos entreprises pour qu'elles puissent acquérir et maîtriser les dernières normes, les dernières techniques? Alors les dernières techniques, bien sûr, là, les accompagner, c'est de mettre à leur service toutes les informations que nous possédons, tant au niveau national qu'au niveau européen. Tout cela grâce aux bureaux d'études, différents bureaux d'études et de recherche de la Fédération du bâtiment, qui est quand même notre fibre, qui est l'axe moteur, je dirais, et de recherche de tout ce qui peut tendre sur le bâtiment intelligent, et on essaie de les accompagner. Pour les accompagner, c'est y compris essayer de construire avec eux des financements pour leur permettre d'acquérir les nouveaux outils pour leur permettre et de se mettre à ces nouvelles normes. Donc les accompagner, c'est de leur mettre en main toutes les possibilités, tant nationales qu'européennes, financières, pour les projeter justement sur l'avenir de ce que doit être notre bâtiment, la vision de notre bâtiment intelligent. Et je parlais tout à l'heure, et j'y reviendrai parce que chaque fois c'est cela, vous l'avez repris, c'est que c'est une intelligence collective qui va nous permettre justement d'aboutir. Alors Guy Durand l'a parfaitement bien dit, on a tous les critères de nature de base pour pouvoir y réussir. Il ne reste qu'à nous mettre tous ensemble au travail, entre les financiers, les politiques et nous. Qu'est-ce qui bloque, justement ? Pourquoi ce n'est pas encore fait ? Mais tout simplement parce que les choix politiques, vous savez, on vient de passer des conjonctures un petit peu difficiles, tant au niveau économique que politique même, y compris. Nous avons eu dernièrement des élections. Vous savez qu'en France, on a toujours des phases d'élections qui doivent nous remettre en question. Et le temps que nous, chefs d'entreprise, on soit actifs auprès de ces politiques pour influer, pour essayer de les influer et pour faire notre lobbying d'organisation patronale, pour les sensibiliser sur... justement ce bâtiment dit intelligent et le bien-être de bien vivre, non pas en France, mais de bien vivre dans notre pays catalan. Alors justement, vous connaissez tous les patrons du territoire. Est-ce que vous avez l'impression que les patrons de notre territoire sont assez sensibles à cette notion de bâtiment intelligent? Est-ce que ça fait sens pour eux? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils intègrent dans leur stratégie? Oui, mais ça,
j'ai l'impression qu'on découvre le bâtiment intelligent, la domotique. Aujourd'hui, ça fait plus de 10-15 ans que ça existe. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, par Google, on arrive à fermer ses volets à distance, à allumer son chauffage. Tout ça, ça n'a rien de révolutionnaire. Et c'est du bâtiment intelligent, c'est pour le bien-être et pour le confort du bureau, des maisons secondaires et voire même des maisons principales. Donc, bien évidemment que les patrons, comme tout un chacun d'ailleurs, on a tout intérêt à aller dans ce sens-là. On va aujourd'hui, même si c'est quand même peut-être pas tout à fait au point, on va tous, enfin personnellement, je suis en train de renouveler ma flotte automobile et je suis en train de mettre des bornes chez moi pour prendre des voitures électriques. Pour ce qui est de l'environnement de Perpignan, on est tous sensibilisés à ce phénomène. Et encore une fois, on nous oblige à le faire. L'État, la région, il y a des aides et puis on se doit d'être vertueux. D'être vertueux pour les générations qui vont nous précéder et on n'a pas le choix. Oui, je pense que les patrons sont très sensibles. On a, je crois pas, on a la surface de photovoltaïque à Saint-Charles la plus importante de France, peut-être même d'Europe, enfin je ne veux pas dire de bêtises. Il y en a qui sont qui savent mieux que moi sur le sujet, en tout cas. Il va revenir, notre ami André. Oui, alors André, vous avez la réponse. Vous avez la réponse. On vous entend pas. L'Europe, Oui, ça a allez-y. été le record pendant longtemps. Mais je voulais intervenir un peu, peut-être, non pas pour mettre un bémol dans la conversation, mais pour dire quand même que les choses ne sont pas aussi idylliques que ça. Hein. Notamment, vous avez entendu les promoteurs immobiliers, par exemple, qui étaient très en colère du fait qu'on sévérise encore par la réglementation les logements, qu'on leur demande d'être encore plus performants. Bon. Et à leur demande, d'ailleurs, les réglementations qui devaient intervenir en 2020 ont été reportées jusqu'en juillet 2021 et peut-être d'ailleurs on parle encore de les reporter encore. Bon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne faut pas se le cacher. Un logement plus performant, mieux réglementé, etc., c'est des surcoûts. C'est des surcoûts qui peuvent représenter 8-9% de la valeur du bien. Alors, est-ce que c'est le moment, alors qu'on est en forte diminution, que l'on manque de logements en France ? Je vous rappelle qu'on a quand même produit 40% de logements en moins que les années précédentes, et c'est pas Guy qui va le contredire, parce qu'effectivement, c'est quand même la mise en logement la mise en chantier de logements, c'est quand même ce qui fait vivre les entreprises. Donc, c'est vrai que se pose ce problème-là. Et pourquoi, en fait, ça se pose ? Parce qu'en fait, si vous voulez, vous devez payer tout de suite des économies ou des bénéfices que vous allez en tirer pendant les 30 ou 40 ans de la vie ou 50 ans du logement. Et donc, c'est ça le vrai problème. Alors évidemment, il y a des systèmes de financement, etc., qui arrivent, mais vous voyez que pour les logements très sociaux, par exemple, pour les personnes qui sont vraiment ce qu'on appelle, on appelle ça la précarité énergétique, hein, vous voyez que l'État, avec MaPrimeRénov', est obligé d'intervenir avec des taux de subvention de l'ordre de 90%. Et on n'est même pas sûr que les choses puissent se faire avec ça. On n'est pas sûr que ce soit suffisant pour que les travaux se fassent réellement. Vous voyez, c'est très compliqué quand même cette affaire-là, parce que ça fait longtemps qu'on dit il y a 500 000 logements à rénover, mais on n'arrive pas à le faire. Bon, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a d'une part les logements neufs. Cela, évidemment, on va y arriver, on le fera, et je vais en reparler tout à l'heure. Mais c'est 1% du parc. Il y a tout le reste, tout ce qui existe, dont certains ont été construits avant les années 70, à une époque où le prix du pétrole coûtait zéro. Donc, ils ne sont même pas isolés. Vous voyez ? Donc, il y a tout un travail à faire. Il y a tous les logements qui ont été construits sur la côte, qui étaient des logements d'été, donc qui n'étaient pas isolés et pas chauffés, et qui aujourd'hui deviennent des logements quasiment à l'année. Donc tous ces trucs-là, il faut absolument les rénover et il faut essayer de trouver des solutions. Mais je veux revenir une seconde sur les logements neufs pour dire que ce qui est nouveau vraiment aujourd'hui, c'est que le bâtiment n'est plus tout seul, en fait. Il ne vit pas isolé du système, il est dans un écosystème. Et je vais vous donner un exemple très concret, c'est le fait que la voiture, et la voiture électrique par exemple, devient un élément essentiel du dispositif. La voiture et le logement, c'est la même chose. Alors non pas parce qu'on va vivre dans la voiture, mais tout simplement parce que vous voyez que si on a une voiture qui pollue, évidemment, on va essayer d'avoir des bâtiments, des logements qui sont très proches des lieux de travail. Donc on va créer des villes importantes, verticales,
dans lequel il y aura les transports en commun, pour essayer d'éviter de se mobiliser. Mais si par contre vous utilisez une voiture électrique, à ce moment-là, vous pouvez aller vivre à quelques kilomètres de la ville, parce que votre électricité, elle sera produite par le toit de votre bâtiment, et que finalement, vous n'allez pas avoir d'impact négatif sur l'environnement. Et qu'en plus, votre voiture, elle sera connectée, donc on va gérer le problème des flux de véhicules, il n'y aura pas d'embouteillage, parce qu'on va réguler le transport des véhicules. Et donc, c'est ça la ville intelligente, si vous voulez. C'est une ville dans laquelle l'écosystème est constitué à la fois de l'endroit où on vit, où on habite, et de l'endroit où on travaille. Et puis, vous l'avez vu, tout ça explose en vol avec le télétravail. Avec le télétravail, aujourd'hui, on ne sait plus trop où est son bureau. Est-ce qu'il est dans son domicile? Est-ce qu'il est dans sa voiture? Est-ce qu'il est sur son lieu de travail? Donc tout ça, en fait, doit nous amener à repenser une façon différente de travailler. À Paris, par exemple, aujourd'hui, il y a un secteur qui est en crise majeure, ce sont les promoteurs qui fabriquent des bureaux. Parce qu'effectivement, on se dit, jamais on aura besoin d'autant de bureaux qu'avant. Et donc, les bureaux vont devenir des bureaux de passage. Et donc, les gens travaillent aujourd'hui à transformer des immeubles de bureaux en immeubles de logement. Voilà. Donc, vous voyez que la technologie, là, elle nous amène sur un terrain qui est extrêmement intéressant, qui est un terrain dans lequel l'écosystème est constitué à la fois des bâtiments et des véhicules. Alors, on pourrait parler aussi du fait que les véhicules électriques, c'est avant tout des batteries, et que les batteries vont permettre de générer des éléments intermittents. André Joffre, merci beaucoup. On pourrait tout naturellement en parler pendant des heures. Mais on va devoir avancer sur notre programme. Merci André Joffre de nous avoir éclairé. Merci Guy Durand, Laurent Maturana et Bernard. Oui, bien sûr. Un dernier mot quand même, suite à ce que vient de dire André. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps au temps. La voiture, ça fait 70 ans qu'on sait la faire tourner sans le carburant et on commence à peine à aller dans l'électricité. Nous, le BTP, on nous a imposé des réglementations thermiques depuis plus de 20 ans, voire 25 ans. Aujourd'hui, on a la réglementation énergétique 2020. Et il faut aussi faire attention à ce qu'on fait, parce que la RE 2020 nous dit qu'en 2027, toutes les villas individuelles devront être construites en bois. Que tous les logements collectifs en 2030 seront en bois aussi. Je ne suis pas certain que d'abord tout le monde veuille une maison en bois comme les petits cochons. Et surtout, je ne suis pas certain non plus que nos forêts françaises puissent fournir l'ensemble du bois pour aller vers cette réglementation. Donc, il ne faut pas dramatiser. On est dans un beau pays, les choses se feront. Et l'objectif, c'est d'aller toujours de l'avant et d'essayer de toujours faire mieux. Mais il ne faut pas aussi laisser le temps au temps. Les nerfs de la guerre, l'argent, bien sûr, toujours. Merci beaucoup à vous. On va marquer une très courte pause et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va pitcher avec notre première start-up qui arrive. Ça s'appelle Guidi. Restez avec nous ici à MP à Perpignan.